Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une soirée électorale exceptionnelle. 400 millions d'Européens votent pour élire 751 députés et nous partirons rejoindre nos envoyés spéciaux partout en Europe. Alors je vous laisse découvrir nos QG européens. Nous attendent à Bruxelles, Alix Le Bourdon, à Berlin, Anne Maillet, à Rome, Natalia Mendoza, à Madrid, Mélina Huette, à Londres, Hervé Amorik, à Budapest, Gulliver Krag, bien sûr, des endroits où nous nous rendrons. Des élections aussi importantes là-bas, mais côté français, pour regarder de plus près qui vont être les 74 eurodéputés. Eh bien, nous irons bien sûr à La République En Marche retrouver Marion Gaudin, au Rassemblement national avec Clovis Casali. Les Républicains seront couverts par Karim Akiki, la France Insoumise où nous attend Karina Chabour et enfin le Parti Socialiste Place Publique avec Mathilde Bénézé. J'oubliais bien sûr les Verts avec Charlotte Urien-Tomaka. Alors tout de suite, Florent, vous allez nous donner des estimations tout au long de cette soirée et puis des résultats aussi parce qu'ils vont intervenir un peu plus tard dans la soirée. Mais une soirée qui va nous réserver un certain nombre de surprises et en particulier tout de suite la participation qui elle-même est l'objet de surprises. Et on va commencer, vous l'avez dit, par la participation ici en France, l'un des enjeux majeurs de ces élections européennes. Et à 17h, un peu plus de 43% des électeurs français s'étaient déplacés pour aller glisser leur bulletin dans l'urne en métropole. 43,29%, ce sont les chiffres de l'abstention, la projection donc de l'abstention 48,7%. C'est une nette hausse par rapport à 2014. Plus de 8 points. Un scrutin européen en 2014 qui, rappelons-le, avait le moins mobilisé les Français dans l'histoire. À la même heure, donc à 17h, il y a 4 ans, ils étaient seulement 35,07% à avoir voté. Et à 20h, bien sûr, nous serons en mesure de vous communiquer le taux de participation définitif pour ces élections européennes ici en France. Alors, Roselyne Fèvre, c'est vrai qu'il y a un sursaut de participation, on le ressent, alors que ces élections sont généralement boudées par les électeurs, donc c'est assez inhabituel. Oui, absolument. C'est vrai que la participation va être encore beaucoup plus forte que ce qui est annoncé, puisque vous parliez des estimations du chiffre de participation, en tout cas à 17h. Donc, bien évidemment, on a senti au long de cette petite campagne, parce qu'il faut dire que ça a été une campagne très très courte, l'opinion, en tout cas, voulait donner une lecture politique à cette élection, soutenir ou manifester son mécontentement envers le gouvernement en place. Alors la grande question est de savoir si cette participation a favorisé, elle a favorisé. Est-ce que la mobilisation a été pour des enjeux nationaux, c'est-à-dire strictement nationaux, ou pour des enjeux européens, puisqu'on a vu qu'Emmanuel Macron et le Rassemblement national, par une volonté commune, voulaient le remake de la présidentielle. Donc, eux deux voulaient en découdre. Et voilà, est-ce que les Français se sont massivement ont eu cette participation mobilisée pour ces enjeux politiques ou nationaux ou européens. Je rappelle que vous êtes notre spécialiste de politique à France 24 et en effet, vous le disiez, sans anticiper sur les résultats parce qu'on ne peut pas le faire avant 20h et je mets en garde tout le monde sur ce plateau, vous le disiez, un sursaut, peut-être une participation qui est généralement basse d'ailleurs sur ces élections européennes. Alors nous sommes en compagnie d'Azilise Gouez, bonjour. Vous êtes candidate en 8e position sur la liste Envie d'Europe de Raphaël Glucksmann. Et puis à vos côtés, Florence Berthoud, bonjour. Bonjour. Maire Les Républicains du 5e arrondissement, présidente du groupe LR au Conseil de Paris. LR est indépendant. Voilà. Justement, on disait... Habituellement, c'est vrai, on nous a habitués à une courbe descendante. Finalement, depuis les premières élections, le premier vote en 79, 62% de participation alors, et là, à peine 42% aux dernières élections. Et là, on voit ce rebond. Comment vous l'analysez ? Alors, je crois que ce qu'il faut souligner tout d'abord, c'est que cette hausse de la participation, elle est européenne. On la constate en France, mais on la constate aussi dans la plupart des grands pays européens. Donc, je crois que c'est le signe d'une européanisation de la vie politique. On n'en est qu'au début de cette européanisation, mais enfin, elle est là. C'est probablement aussi le signe de la mobilisation des euronationalistes qui ont aujourd'hui une vraie
stratégie européenne qui a été énoncée de façon assez claire par M. Salvini. Et puis, il y a aussi cet enjeu environnemental, climatique, qui mobilise de façon transnationale. Plus la jeunesse. Alors, effectivement, Madame Berthoud, qu'est-ce que ça vous a étonné de voir à 17h cette participation très très haute, hein, en fait, on est pratiquement au-dessus de 8 points de la mobilisation précédente. Ce qui est assez étonnant, c'est que personne n'avait vu cette participation élevée. Les instituts de sondage se sont trompés, entre 8 et 10 points. Ce qui est tout à fait considérable. On ne l'avait pas vu arriver. On a vraisemblablement une participation qui est souvent... Enfin, on a souvent une participation qui est plus importante dans les villes que dans les campagnes pour les européennes. Là encore... nouveauté, on voit qu'il y a des territoires très ruraux, vous aurez les résultats définitifs tout à l'heure, mais j'entendais des territoires plutôt très, très ruraux, l'Indre, l'Aveyron, où on a des taux de participation extrêmement élevés. Madame parlait de l'européanisation des enjeux. J'aimerais que vous ayez raison, je le souhaite. Ce que j'ai vu, moi, ces dernières semaines, ce que j'ai entendu, comme toutes les Françaises et les Français, c'est quand même une extrême nationalisation des enjeux, bien au contraire. Et j'ai fait comme maire la tournée des bureaux de vote toute la journée. J'étais très étonnée de rencontrer des personnes qui s'interrogeaient en disant « mais on va voter pourquoi ?» Mais en attendant, il faut dire qu'il y a quand même un certain nombre de pays qui ont d'ores et déjà voté, dont on a des estimations plutôt précises de sortie des urnes, qu'on regarde avec vous tout de suite, Florent. Et on va débuter par l'Allemagne, où 96 sièges étaient en jeu. C'est le pays qui a le plus d'eurodéputés à Bruxelles. Et cette question, bien sûr, là-bas, les chrétiens démocrates d'Angela Merkel remportent-ils le scrutin? Selon des sondages sortis des urnes, la réponse et oui, première place pour les conservateurs de la CDU et leurs alliés bavarois de la CSU, un score de 28%, mais un score en trompe-l'œil puisque c'est le plus bas historique du parti lors des élections européennes, un recul qui profite cette année aux Verts, les grands vainqueurs de ce scrutin en Allemagne. Jamais il n'avait été aussi haut. Il culmine à 22% des suffrages, une percée historique. Troisième place pour le SPD, le Parti social-démocrate s'effondre avec seulement 15,5% des voix. Il est talonné de près par Die Linke, le parti de gauche, quatrième aux alentours de 12%. À noter aussi le recul de l'AfD, le parti d'extrême droite. Il est seulement 5e, juste au-dessus de la barre des 10%, malgré un score décevant. Vous l'avez compris, Angela Merkel sauve donc les meubles, elle qui s'est engagée dans la dernière ligne droite de la campagne aux côtés de Manfred Weber, qui lui candidat à la présidence de la Commission européenne. Autre estimation très attendue, en Autriche, cette fois-ci, où le chancelier Sebastian Kurz a vu sa coalition avec l'extrême droite explosée lundi dernier. Selon les dernières estimations, son parti conservateur de l'OVP arrive en tête, plus de 34% des voix. Caroline, ce serait d'ailleurs le meilleur score jamais réalisé par un parti aux européennes depuis l'adhésion de l'Autriche. C'était en 1995, un progrès de plus de 7 points par rapport à 2014. Touché par le scandale de l'Ibiza-Gate et contraint de quitter le gouvernement, le FPE, le parti d'extrême droite, recule lui à la 3e place. Il est en dessous de la barre des 20%. À noter également la percée des Verts qui sont à 13,5%. Si ces résultats se confirment, bien sûr, les conservateurs décrocheraient 7 sièges au Parlement de Bruxelles. C'est 2 de plus que lors de la précédente mandature. On va tout de suite découvrir les estimations pour la Grèce, où le Premier ministre Alexis Tsipras et son parti Syriza n'abordaient pas en position de force ces élections européennes. Une tendance qui s'est confirmée, car ce sont bien les conservateurs de Nouvelle Démocratie qui arrivent en tête. Leur score entre 32 et 36% des suffrages. Le parti de gauche radicale Syriza d'Alexis Tsipras recueille, lui, entre 25 et 29% des suffrages. Caroline. Alors c'est vrai que c'est une élection un peu en trompe-l'œil, Roselyne, parce qu'on élit alors 751 députés, mais on sait que ça va passer à 705 quand les Britanniques nous auront quittés. En gros, on élit aussi 75 eurodéputés français, mais peut-être 79 quand ils seront partis, etc. C'est très compliqué quand même aussi pour nos téléspectateurs, pour ceux qui sont allés voter aujourd'hui. Oui,
Oui, cependant, je ne pense pas qu'il se soit posé la question en allant voter, puisqu'une fois de plus, en France, la question que vous posiez tout à l'heure, et c'est vrai, est intéressante. Vous disiez, ce sont plutôt des enjeux peut-être européens. Vous disiez, ce sont des enjeux nationaux. Je n'ai pas dit que c'était des enjeux, pardon. Je crains que ce qui est dominé... Vous craignez, tout à fait. À un moment donné. Ça va être la question qui... La migration est un enjeu Non, j'entends bien. J'entends bien, mais moi, je n'ai pas encore de réponse. Si vous en avez, c'est bien. Mais la question, elle va savoir si cette mobilisation, elle a été pour, justement, soutenir ou pas, contre Emmanuel Macron, ou pour lui ou pour le soutenir. C'est quand même la question. Alors, ce qu'on va voir ce soir, ce qui va être intéressant de regarder, Caroline, ce sont, bien sûr, si les anciens partis de gouvernement, c'est-à-dire La République En Marche et le Parti Socialiste, est-ce qu'ils continuent à, on va dire... La République En Marche n'est pas très ancienne dans le gouvernement, peut-être encore. Non, La République, qu'est-ce que j'ai dit? LR, pardon. LR et le Parti Socialiste, savoir si, est-ce qu'ils continuent... un peu une dégringolade, ils consolident dans le fond leur fragilité. Intéressant aussi de voir quel sera l'écart, s'il y en a un, entre La République En Marche et le Rassemblement de Marine Le Pen. Et c'est vrai que ce sera difficile de comparer avec 2014. Pourquoi? Parce que 2014, d'abord, François Hollande n'en avait pas fait un enjeu de dramatisation. La République En Marche n'existait pas. Le Parti Socialiste était encore un petit peu en forme, mais pas trop avec François Hollande. Et les Républicains commençaient à... Il y a quand même des signaux qui étaient compliqués pour les Français. Alors, on ne sait pas combien on est de députés. Il y a énormément de listes, quand même 34 listes, un record. C'est un peu... ça a entraîné une certaine confusion, non? Aussi, un grand problème. Oui. Liste nationale, donc avec une déconnexion, en tout cas, de candidats régionaux, donc un éloignement du terrain. Et puis, c'est vrai qu'il y a une forme, je le regrette, mais aussi de méconnaissance des rouages européens. Dans quelques jours seront désignés un président de la Commission, un président du Parlement, un président de la BCE, et tout ça se télescope un peu. Oui. Ce que veulent les Français, c'est finalement savoir si l'Europe les protège face aux excès de la mondialisation et s'il peut y avoir un projet commun. C'est vrai que les Français, l'Europe, c'est comment ça marche. C'est vrai que c'est compliqué entre la Commission, le Parlement, qui, quoi, comment. C'est un scrutin. Le Conseil. Un manque. Oui, vous croyez qu'il y a eu ce facteur aussi, manque de connaissances peut-être, et justement, on se raccroche peut-être à des enjeux plus nationaux sur des élections où finalement on voudrait pouvoir pousser un agenda européen. C'est le but quand on rentre au Parlement européen, c'est finalement de réaliser un certain nombre d'avancées au plan européen. Oui, manque de connaissances et puis déficit de culture parlementaire dans notre pays, puisque la politique au Parlement européen, c'est quand même la capacité à construire des coalitions à partir de points de vue qui sont très différents. Et ça, en France, aujourd'hui, on voit bien qu'on n'a pas une culture parlementaire qui permet de bien préparer. Alors qu'au Parlement européen, c'est absolument nécessaire. Peut-être il faut l'expliquer à nos téléspectateurs. La politique au Parlement européen, c'est la capacité à construire des coalitions, à construire des consensus. C'est comme ça qu'elle gouverne aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce sont vos deux partis au Parlement européen qui sont en général associés pour construire cette majorité. Qui l'ont été jusqu'à présent. Mais je pense que pour nous, sociodémocrates, c'est la grande question que de mettre fin à ce qui a été une politique de cogestion entre la gauche et la droite au niveau européen. Pour vous, moins vous savez, tout va dépendre des résultats. Donc on va voir quand les résultats vont tomber, pays après pays. Dans une minute maintenant. Si effectivement, alors il va y avoir la France et les autres pays, si ce sont effectivement, comme je le crains, les eurosceptiques qui sont en tête, et ça ne serait pas le moindre des paradoxes de ce scrutin. Alors, dans quelques secondes maintenant, les eurosceptiques. Dans quelques secondes maintenant, vous allez découvrir les estimations justement pour ces élections européennes ici en France. Qui du Rassemblement national, La République En Marche arrivera en tête? Qui sera la première liste à gauche? Autant d'enjeux. Enfin, qui atteindra la fameuse barre des 5%? La question se pose pour un certain nombre de partis, bien sûr. Et des trois. Les estimations fournies par notre partenaire Ipsos dans quelques secondes, vous le voyez. Maintenant, nous sommes à quelques secondes
de ces résultats. Vous allez voir d'ailleurs le décompte qui s'affiche derrière nous. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et la première place de ces élections européennes revient au Rassemblement national de Marine Le Pen. La liste conduite par Jordan Bardella recueille 23,2% des suffrages. La République en marche, le parti présidentiel, le talonne, 21,9%, une deuxième position. Et grosse surprise, ce sont les Verts, Europe Écologie Les Verts, qui terminent sur le podium. Une troisième place avec 12,8% pour la liste conduite par Yannick Jadot. Les Républicains, anciennement UMPE, sont en très net recul, 8,3%. Ils sont sortis donc du podium. La deuxième liste à gauche, du coup, c'est la France Insoumise, 6,7% pour la liste conduite par Manon Aubry. Enfin, c'est un score qu'on attendait, celui de Place Publique de Raphaël Glucksmann pour le Parti Socialiste. Il est au-dessus des 5% à 6,7%. Place Publique sera donc représentée au prochain Parlement de Bruxelles. Voilà donc pour les résultats des 6 premiers partis ici en France à l'occasion de ces élections européennes. Alors nous partons tout de suite en direction du QG du parti en tête, Clovis Casali. Vous vous trouvez en ce moment au Rassemblement national. C'est une première place pour le parti de Marine Le Pen. Sans doute aurait-il espéré une meilleure première place. Absolument, Caroline, et comme vous pouvez l'imaginer ici, grosse satisfaction pour le Rassemblement national qui vient tout juste de brandir une banderole, la victoire au peuple. L'annonce des résultats a été saluée par des partisans très heureux qui brandissaient aussi des drapeaux français, qui les agitaient en l'air. Jordan Bardella, le chef de file, prendra la parole dans quelques minutes, d'une minute à l'autre, pour bien évidemment se féliciter de ce résultat qui place le Rassemblement national comme le premier parti de France sur ces élections européennes, comme il y a 5 ans, comme en 2014. La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, prendra elle la parole aux alentours de 20h25. Et dans l'entourage de la présidente du Rassemblement national, on me confiait tout à l'heure qu'on était très satisfait de la campagne du jeune Jordan Bardella, 23 ans, en admettant quelques débuts poussifs, mais ils étaient très contents de sa campagne. Ils ont eu l'impression que Jordan Bardella avait réussi à s'imposer face aux autres partis. Alors le Rassemblement national a réalisé certains bons scores, mais un petit peu en dessous de ce qu'il avait réalisé en 2014 lors des dernières élections européennes. Donc pas forcément une énorme satisfaction, même si bien sûr le parti s'impose comme le premier parti de France ce soir en tout cas. Intéressant aussi peut-être de parler du choix de la salle. Nous sommes dans une grande salle à Paris, bien plus grande qu'en 2014. À l'époque, la soirée avait eu lieu au siège à Nanterre, mais cette fois-ci, le Rassemblement national a voulu voir les choses en grand, d'où le choix de cette salle. Et peut-être un dernier mot sur les militants ici qui considèrent qu'ils vont enfin pouvoir peser au sein des affaires européennes. Le Rassemblement national n'est plus pour une sortie de l'euro, mais pense qu'aujourd'hui, avec ses alliés en Europe, ils pourront enfin peser au sein de l'Europe dans les années à venir. Mais bien sûr, pour ça, il va falloir attendre de connaître les résultats dans les autres pays. Merci Clovis. Bien sûr, on va vous les donner, tous ces résultats dans les autres pays. Alors, je reçois aujourd'hui, on reçoit maintenant tout de suite, qui vient d'arriver, un petit peu encore sortant du taxi, Pierre-Alexandre Anglade. Vous êtes député La République En Marche des Français du Benelux, membre du bureau exécutif du parti, justement. Et aujourd'hui, vous accueillez avec soulagement ces résultats. Une deuxième place, c'est quand même pas ce que vous cherchiez. Vous vouliez le numéro 1 quand même, hein. Et quand on s'engage dans une élection, on s'engage évidemment toujours pour la gagner. Donc évidemment qu'il y a une forme de déception dans le résultat de ce soir, de ne pas être en tête. En même temps, je note que l'on est dans une fourchette extrêmement resserrée, que ce soir, là où beaucoup prédisaient une large victoire du Rassemblement national, eh bien, on se rend compte que même si le Rassemblement national est en tête, eh bien, les pro-européens, ceux qui ont une ambition positive pour le projet européen, sont bien placés. Et je pense évidemment à notre liste. Et je pense évidemment à la liste d'Europe Écologie Les Verts qui fait un résultat au-delà de ce qu'on pouvait penser dans les études d'opinion. Et donc maintenant, le combat contre le Rassemblement national au niveau européen se poursuit. Et le travail au niveau européen pour
renverser les nationalistes et les populistes et les démagogues va se poursuivre avec un véritable projet de... Alors, on part justement en direction de votre QG de campagne, rejoindre Marion Gaudin. Vous allez nous dire, justement, Marion, à quel point la déception est un peu palpable quand même pour ces résultats. Et puis, on devrait d'ailleurs entendre Nathalie Loiseau très vite s'exprimer ce soir. La tête de liste, bien sûr. Doit s'exprimer dans les minutes qui viennent. Et ici, effectivement, on parle de déception, mais pas de défaite, puisque cette défaite, finalement, elle est plutôt serrée. 1 point d'écart. On peut estimer que la liste Renaissance, conduite par Nathalie Loiseau, a finalement limité la casse. Il n'empêche, cela reste un coup dur tout de même pour Emmanuel Macron, qui, vous le savez, s'était personnellement engagé dans cette bataille électorale. Il s'était impliqué comme jamais aucun autre président. Alors évidemment, pour lui aussi, cela doit être une déception ce soir. Les interviews qu'il a accordées à la presse, son visage sur les affiches de campagne, les discours alarmistes qu'il a prononcés sur la montée des populismes et la nécessité d'un vote utile n'ont finalement pas réussi à mobiliser les électeurs suffisamment pour que la liste Renaissance arrive en première position. La symbolique est donc forte. Emmanuel Macron ressort un peu affaibli, quoi qu'il en soit, de ce résultat et de ce duel avec Marine Le Pen. La question va se poser forcément tout de même d'un remaniement ministériel. Le Premier ministre Édouard Philippe restera-t-il Premier ministre? Eh bien, on attend une réponse, une réaction de l'Élysée. En attendant, c'est donc Nathalie Loiseau qui doit s'exprimer dans les minutes qui viennent et Édouard Philippe, Premier ministre, doit lui aussi peut-être intervenir depuis la Maison de la Mutualité à Paris. Merci Marion. Alors justement, parlons des autres partis, bien sûr. Est-ce que vous êtes satisfaite, j'ai envie de vous demander, du score de François-Xavier Bellamy, qui est un candidat un petit peu hors norme, qu'on n'attendait pas forcément tête de liste, et qui aujourd'hui, 8,3, ce n'est pas définitif, bien sûr, mais est-ce que c'est un score qui vous satisfait pleinement, Madame Berthoud? On est satisfait d'un score où il n'y a pas de chiffres. Bon, ça serait vraiment être d'une hypocrisie totale. Je pense que Bellamy est arrivé tardivement. Il a sans doute souffert d'une absence de notoriété, ou en tout cas d'une notoriété tardive. Et je le crois profondément d'une absence de régionalisation aussi du scrutin, ce qui fait que c'est lui qu'on a vu partout, et peut-être moins, comme c'était le cas dans d'autres élections européennes, des chefs de file par région qui portaient aussi la campagne. Bon. Et donc vous lui imputez une part de responsabilité dans le fait de ne pas être un score à 2 chiffres. Mon propos. Je dis que quand effectivement vous avez un candidat qui est sur tous les fronts, forcément il y a peut-être moins de collectifs pour aller défendre partout. Ça, c'est les règles d'une campagne. Pour autant, il a fait une campagne qui était une campagne courageuse. C'est quelqu'un d'intelligent. Sans doute que le bon souffle, le bon tempo n'a pas été trouvé. Et puis qu'il y a vraiment... Alors, je vous interromps parce que je crois que justement, au Rassemblement national, on commence la soirée très tôt avec Jordan Bardella qui parle. Témoigne d'un sursaut populaire contre le pouvoir en place qui subit ce soir un véritable échec. J'adresse toute ma gratitude à l'ensemble des Français qui nous ont fait l'honneur de leur soutien en plaçant le Rassemblement national en tête de ces élections européennes. Et tout particulièrement à ceux qui, venus d'autres horizons politiques, ont entendu notre appel au rassemblement. Le peuple français a infligé ce soir une sanction claire, ainsi qu'une leçon d'humilité au président de la République, qui a choisi d'engager toute son autorité dans la campagne. Le président de la République a transformé ce scrutin en plébiscite. Il a réussi. Ce soir, c'est lui et sa politique qui sont rejetés. Ce n'est pas seulement la politique ou la personne d'Emmanuel Macron qui sont désavoués ce 26 mai. C'est également l'Union européenne qui a défendu le président de la République. L'Union européenne ne peut plus ignorer l'aspiration des peuples à la protection, à la liberté et à la souveraineté. Elle doit désormais réorienter radicalement sa politique économique, sociale et migratoire.
La poussée de nos alliés en Europe et l'émergence de nouvelles forces politiques sur tout le continent, défendant l'intérêt des peuples et des nations, ouvrent la voie à la constitution d'un groupe puissant au sein du Parlement européen. Les Français peuvent compter sur nous pour les défendre et promouvoir le bon sens au pouvoir. Je vous remercie. À la fois Macron et l'Union européenne qui sont désavoués par ce vote. Est-ce que vous avez entendu Jordan Bardella ? Non, moi je dirais que c'est une petite victoire pour Marine Le Pen et un échec relatif pour Emmanuel Macron. À noter ce soir sur les chiffres qu'on vient de voir, c'est l'échec confirmé pour LR, pour François-Xavier Bellamy, qui quand même consolide son effondrement avec 8%. Parce que si on compare quand même avec la présidentielle, voilà, il y a une dégringolade du nombre du socle électoral. La France insoumise aussi dégringole avec un score de 6%, ce qui est sans doute dû à Jean-Luc Mélenchon. Il est lui aussi loin de son score de la présidentielle puisqu'il était à 19%. Donc il y a un problème aussi Mélenchon. Et puis la surprise, ce sont les Verts qui font un très bon score avec 12%. Voilà, c'est ce qu'on peut dire ce soir, c'est cet effondrement des Républicains et un parti socialiste aussi qui sauve quand même les meubles. Bon, c'est pas un score extraordinaire, mais non. Mais on les disait, vous passez largement par rapport au sondage, on les mettait à 5%. Vous êtes à 6,7, je crois. Est-ce que ça vous satisfait pleinement ? Alors, ça ne nous satisfait pas pleinement. Je crois qu'on est effectivement hors de la zone de danger. Il aurait été absolument tragique pour nous de passer sous la barre des 5%. Mais je crois que pour nous, ce soir, on a le sentiment d'un grand rendez-vous manqué. C'est un rendez-vous manqué pour la gauche, puisque si on était parti comme Place Publique qui avait appelé au départ rassembler avec Génération et avec les Verts. Autour de 20%. Voilà, on aurait enjambé le deuxième, on aurait été en première ligue. Alors, et là, on est tous en deuxième ligue. Et puis, excusez-moi, mais c'est aussi un grand rendez-vous manqué pour les Européens. Parce qu'on n'a pas vu... Place au direct, parce que Laurent Wauquiez est en train de commenter justement les résultats de son parti. Dans cette campagne où tout a été fait pour la réduire à un duel, Rassemblement national contre En Marche, nous n'avons pas pu faire entendre notre voix. Et ce résultat n'est évidemment pas à la hauteur des espoirs soulevés dans cette campagne. Nous savons bien sûr, depuis 2017, que la reconstruction sera longue et exigeante pour retrouver le chemin de la confiance avec les Français. Je veux dire pour autant à tous nos colistiers, à tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette campagne et surtout à François-Xavier Bellamy, ma profonde reconnaissance. Dans un contexte difficile, il a montré que la politique n'était pas vouée à être un désert d'idées. Il restera de cette campagne des acquis. Faire émerger des nouveaux talents, la nécessité, si la droite veut avoir un avenir, de faire cesser les divisions, la certitude que la droite et le centre peuvent s'unir autour de convictions fortes. Ces acquis, il sera de notre responsabilité collective de les protéger et de les faire fructifier. Je suis convaincu qu'une majorité de Français partagent les valeurs que nous portons. Nous avons 3 ans pour leur proposer une nouvelle voie. On ne peut pas laisser la France dans cette situation où les Français sont pris en otage entre la déception d'En Marche et le chaos du Rassemblement national. Nous avons 3 ans pour faire naître une alternative qui soit autre chose qu'un rejet ou un choix par défaut. Dans ce vote ce soir, il y a eu de la colère, il y a eu de la déception, il y a eu de l'attente. Nous avons 3 ans pour faire naître de l'espoir. Alors, réaction... Merci beaucoup. Alors, réaction très brève sur justement les Français pris en otage. Mais je pense que ce soir... Dans ce duel populiste-progressiste que vous avez organisé. Je pense que ce soir, tout le monde doit avoir beaucoup d'humilité par rapport à un résultat électoral qui n'est pas anodin, parce que le Rassemblement national en tête dans notre pays, ce n'est pas un résultat comme les autres. Moi, je ne banalise pas les succès électoraux du Front National. C'était le cas il y a 5 ans. C'était déjà le cas il y a 5 ans, et moi, je ne veux pas m'y habituer. Par ailleurs, quand j'entends Laurent Wauquiez avoir ce genre de propos, je le rappelle, je le renvoie à son score de ce soir, et donc... je
je pense qu'il doit avoir un petit peu d'humilité parce que la stratégie de Laurent Wauquiez, ça a été le recroquevillement de la droite sur les idées, mais aussi manifestement sur les chiffres. Et donc ce soir, il faut avoir un petit peu de responsabilité. Moi, je ne me satisfais pas de la victoire du Rassemblement national, mais je me satisfais de voir les forces pro-européennes, La République en marche, les Verts et d'autres. Alors justement, nous partons en direction des Verts tout de suite parce quelque chose de positif en Monsieur Jadot est en train de s'exprimer. Ah non, pardon. Pardon. C'est Charlotte Urien-Thomaca qui est en notre compagnie pour nous parler justement de ce score des Verts un peu inespéré. Charlotte. Alors je crois que oui. Monsieur Jadot va parler avant Charlotte. Merci. On l'écoute. Merci infiniment. Nous sommes ce soir la troisième force politique en France. Probablement avec des scores identiques, voire parfois supérieurs, en Allemagne, en Belgique et ailleurs. C'est donc bien une vague verte européenne dont nous sommes les acteurs ce soir. Les Françaises et les Français nous ont envoyé un signal très clair. Ils veulent que l'écologie aussi soit au cœur de notre vie, au cœur du jeu politique. Et ce message, comme je l'ai dit, a été lancé dans toute l'Europe. Nous voulons que l'écologie devienne effectivement la matrice qui fasse vivre, évoluer, grandir, prospérer notre société. Merci à chaque Française et à chaque Français de votre confiance, de votre soutien, et votre vote nous oblige. La participation a déjoué une partie des estimations des sondages. Et je suis très heureux ce soir que les jeunes, notamment, se soient emparés de ce scrutin beaucoup plus que prévu. Et il n'est pas exclu ce soir que l'écologie soit la première force politique chez les jeunes. C'est un magnifique message d'avenir. Ce message, il nous oblige. Ce message, il nous oblige. Il n'est plus question que l'Europe soit simplement un scrutin tous les 5 ans, avec des députés qui ne rendent pour la plupart pas de compte, et le débat français rétréci à la seule France. Pour nous, l'Europe, c'est le quotidien. Nous allons apprendre tous ensemble, avec les Françaises et les Français, à comprendre cette Europe, à l'aimer. Et évidemment, nous allons travailler à la faire évoluer. C'est pour ça que ce soir, nous prenons l'engagement solennel devant vous de mettre sur pied dans les jours qui viennent un comité citoyen de surveillance et d'initiative sur l'Europe. Nous réunirons les acteurs de la société civile, les syndicats, les scientifiques, les entreprises et les citoyens, afin qu'ensemble, nous évaluions en permanence le travail des institutions européennes, que nous mobilisions les Français en permanence sur tous les enjeux de l'Europe. Et nous savons, par exemple, que la politique agricole commune sera un des premiers sujets du Parlement européen. Nous voulons que les Français s'emparent avec nous et que l'Europe devienne transparente, démocratique et citoyenne. Chaque mois, ce comité citoyen rendra compte. Chaque mois, il fera une conférence de presse pour évaluer l'ensemble des parlementaires et potentiellement mobiliser la société. Le résultat, ce soir, nous oblige aussi sur la scène nationale. Et c'est aussi un moment de gravité ce soir. Nous ne pouvons pas nous résigner, élection après élection, à voir l'extrême droite dominer les scrutins et devenir progressivement une option crédible de conquête du pouvoir. Trop longtemps, le discours dominant a été de nous faire croire que pour lutter contre l'extrême droite, il fallait voter contre elle, il fallait se contenter d'un vote de résignation. C'est faux, nous le savons. Pour la faire reculer, il faut avoir le courage d'agir.
La lutte contre l'extrême droite, elle doit se faire au quotidien, en prenant en compte la souffrance de nos concitoyens et en accompagnant leurs aspirations. Aussi, dès demain, nous engagerons la construction d'une alternative à la technocratie libérale et à tous les populismes. Nous travaillerons à l'émergence d'un projet puissant autour de l'écologie et de la solidarité, comme nous l'avons fait dans cette élection, qui nous permettra de partir à la conquête du pouvoir pour les municipales, pour les régionales et pour l'échéance nationale de 2022. Alors, nous participerons et nous engagerons avec toutes les citoyennes et tous les citoyens qui le veulent, avec les jeunes qui ont marché pour le climat, avec ceux qui, au quotidien, agissent, toutes celles et tous ceux qui veulent agir, nous construirons un magnifique projet et ce sera la belle alternative et l'histoire de notre pays. Notre responsabilité est aujourd'hui, fort de ce résultat, et vous le savez, mes amis écologistes, de nous dépasser pour bâtir le grand mouvement de l'écologie politique capable de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Nous associerons à cette dynamique tous ceux qui aujourd'hui agissent, je l'ai dit, veulent transformer la société pour que le mouvement de l'écologie politique incarne l'ouverture, l'intelligence collective, la crédibilité et surtout une magnifique espérance pour notre pays. Notre succès aujourd'hui, c'est celui d'un collectif de 79 combattantes et combattants qui ont fait campagne depuis septembre sur tous les territoires, qui n'ont jamais menti aux Français, qui ont toujours dit « ce scrutin, c'est l'Europe, c'est l'écologie, c'est la démocratie ». C'est aussi le succès d'une équipe de campagne. C'est le succès, et vous pouvez les applaudir, c'est le succès de tous les militants écologistes et régionalistes qui se sont donnés sans compter dans toute cette campagne. Pour ma part, à chaque étape de cette campagne, dans tous les choix difficiles, comme dans tous ces moments d'enthousiasme, rien n'aurait été possible sans ma compagne. Vive l'écologie, vive l'Europe, vive la France. Alors, on revient sur les résultats, mais cette fois-ci, les projections en sièges qui vont vous intéresser, puisque vous allez être justement très intéressé par ces listes et la position sur les listes. Une projection en sièges que vous allez découvrir à l'antenne. Vous allez découvrir ces chiffres dans quelques instants. Voilà le Rassemblement national qui est donc crédité de 24 sièges, 23 pour La République en marche. Europe Écologie Les Verts, on l'a dit, qui fait une percée historique, obtiendrait 13 sièges au Parlement de Bruxelles. Les Républicains, bien sûr, juste derrière. Maintenant, les résultats ici en France, en pourcentage. Un scrutin européen remporté donc par le Rassemblement national, 23,2% pour la liste emmenée par Jordan Bardella. Nathalie Loiseau et La République en marche avec le Modem font un score de 21,9%, 12,8% pour les Verts, on l'a dit. Enfin, les Républicains sont en nette dégringolade par rapport au score effectué par l'UMP en 2014. Enfin, on l'a dit, la France insoumise et le Parti socialiste se placent au-dessus de la barre des 5% et seront donc présents à Bruxelles. On va maintenant jeter un coup d'œil aux partis qui se classent de la 7e à la 12e position. Avec les 3% qui sont intéressants. Tout à fait, la barre des 3%. Puisque ça permettrait de rembourser la campagne. Vous allez peut-être découvrir ces chiffres dans les toutes prochaines minutes, toutes prochaines secondes, on l'espère en tout cas, pour le score notamment de Debout la France, emmené par Nicolas Dupont-Aignan. Les résultats vont donc peut-être s'afficher très bientôt. On vous les donne dès qu'ils s'affichent. Alors, on repart en tout cas voir Charlotte Urien-Thomaca, qui justement était au QG de Yannick Jadot, en très grande forme, vous l'avez compris, hein, et très content, porté par une vague verte qui est d'ailleurs assez européenne, il faut le dire, si on regarde du côté de l'Allemagne, du côté de la Belgique, etc. Mais on ne s'attendait pas à un tel score néanmoins.
Oui, tout à fait, Caroline. Ce soir, ici, dans ce bar du 19e arrondissement de Paris, près du canal de l'Ourcq, pour ceux qui connaissent, l'ambiance est à la fête. Ici, on célèbre les bons résultats du parti à ces élections européennes, puisque le parti remporte donc 12,8% des suffrages. Les militants sont évidemment très euphoriques. Ils sont très nombreux. On parle de 800 militants qui pourraient arriver encore dans les minutes qui viennent. Et les résultats de ces élections, ils sont plus élevés que ceux de 2014, les précédentes élections européennes, où Europe Écologie Les Verts avait emporté 8,95% des voix et avait envoyé 6 députés au Parlement européen. Mais on se rapproche du carton des élections européennes de 2009, où le parti avait emporté 16,28% des voix. Évidemment, le contexte actuel est beaucoup plus porteur, avec le succès des marches pour le climat, la pétition pour l'affaire du siècle et ses 2 millions de signataires, et enfin les milliers de jeunes en grève scolaire pour le climat. Alors vous l'avez entendu, la tête de liste Yannick Jadot vient de s'exprimer. La surprise ce soir, c'est que le parti ne s'attendait pas à des scores aussi élevés, puisque les sondages créditaient le parti entre 7 et 9% des voix durant toute la campagne électorale. Finalement, c'est 12,8%. Alors ils déjouent les pronostics et enverront donc entre 12 ou 13% de députés au Parlement européen. Et enfin, ce qu'il faut noter, c'est qu'Europe Écologie Les Verts arrive en tête de toutes les formations de gauche à ces élections européennes. Un succès donc. Alors, Roselyne, de sources élyséennes, Emmanuel Macron compte intensifier l'acte 2 de son quinquennat. Il n'y aura pas d'inflexion de sa politique, c'est ce qui vient d'être déclaré. Non, bien sûr, mais ça, il l'avait dit, rappelez-vous, lors de sa conférence il y a 3 semaines. Donc là, évidemment, c'est pas le score, parce que là, je vous le disais tout à l'heure, c'est un relatif échec, tout comme pour Marine Le Pen, c'est, la liste de Jordan Bardella, c'est une petite victoire. Mais je voudrais revenir sur Yannick Jadot, parce que ce qui est important ce soir, donc c'est quand il dit « je suis le 3e parti en France », c'est qu'est-ce qu'il est en train de faire ce soir, Yannick Jadot? Il est en train de prendre la tête de la gauche. C'est-à-dire que le rouge est en train de virer au vert, ou le rose est en train de virer au vert, et c'est lui qui va prendre la tête de la gauche. On le voit bien. C'est en tout cas le sentiment que j'ai ce soir. Et les verts, bien sûr, vont peut-être aussi être la clé à Bruxelles, au Parlement, pour la clé pour avoir la majorité. Donc les Français, dans le fond, peut-être le vote utile, ce sont les Verts ce soir. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Est-ce que vous le reconnaissez chef de file de la gauche? Je crois que c'est un formidable signal et un signal positif que cette victoire des écologistes. Mais encore une fois, si on était parti rassemblés, on pourrait être non pas le 3e, mais la seconde force. On sur l'air renversé. Non, et l'écologie politique, ce qu'on a entrepris quand même de prouver, c'est que l'écologie politique, elle doit avoir un ancrage social également. Ouais. Alors, quand vous entendez, c'est une vague verte européenne, est-ce que vous l'avez entendu suffisamment tôt aussi, justement, aux affaires et comment vous analysez, justement, l'idée qu'on va intensifier, du coup, l'acte 2 du quinquennat? Est-ce que c'est compatible avec les résultats de cette élection aujourd'hui? Deux choses. Sur le premier point, sur la transition écologique, évidemment que c'est une préoccupation centrale majeure de l'ensemble des Françaises et des Français, et d'ailleurs des Européens en général, et c'était la première priorité de notre projet politique. La première priorité, c'était de faire du continent européen une puissance verte, avec cette banque européenne pour le climat qui permettrait de réorienter l'épargne des Européens pour réellement financer la transition écologique. Ça, c'est la première priorité politique. Ensuite, sur l'acte 2 du quinquennat, le président de la République a été très clair. Il y a un changement de méthode. On va essayer de travailler au plus près du terrain, en réintégrant les corps intermédiaires, en faisant un nouvel acte de décentralisation, en faisant en sorte que les services publics puissent être au plus près des Françaises et des Français comme ils nous l'ont demandé pendant le mouvement social inédit qu'on a vécu ces derniers mois. Mais le cap politique qui est le nôtre, nous le maintenons parce que les résultats sont là. Je rappelle que depuis le début du quinquennat, nous avons créé 500 000 emplois, que le chômage est au plus bas depuis 10 ans, que les investissements dans notre pays sont en hausse. Et donc le projet politique qui est le nôtre, il reste le même, il se poursuit avec une méthode différente, mais avec un cap déterminé. Florence Berthoud, je vois que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce bilan. Expliquer que l'écologie européenne, ça se résume à une banque pour le climat, franchement... On parle de façon résumée, j'aurais pu venir. C'est juste... Une partie des Républicains, attendez, je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. Ce que je crois, d'abord, il y a deux choses. Expliquer que c'est une victoire de l'Europe ou de tel et tel, alors que le match final se résume à Rassemblement national, La République en marche, moi je trouve que c'est quand même une défaite, pardonnez-moi, mais de la démocratie d'en arriver là.
Voilà. Quel que soit le résultat, non mais quel que soit le résultat des partis, de ces fameux partis traditionnels qui n'ont peut-être pas su mettre en avant leur programme. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que ce soit une grande victoire de la démocratie. Et je dis ça y compris pour les formations en dehors de LR qui n'y trouvent plus leur compte et qui vraiment se retrouvent totalement, se retrouvent quasi invisibles. La deuxième chose, j'entendais ce que disait M. Jabot sur l'écologie, c'est une élection européenne. Je ne crois pas que son parti soit devenu le troisième parti de France parce qu'il a gagné des élections. En revanche, moi j'ai une conviction, et j'ai une conviction comme élu local, que d'ailleurs je mets en application. C'est que l'écologie, vous disiez tout à l'heure que c'était aussi un projet social et vous avez raison, mais ça doit aussi être plus que jamais des projets locaux. Il est impossible de faire de la politique locale et totalement irresponsable si on ne met pas l'écologie, non pas pour faire du greenwashing, mais si on ne met pas l'écologie au cœur de nos programmes, quelles que soient nos familles. Alors, je voulais savoir juste, pardonnez-moi, je vais juste vous poser une question quand même. Quelles conséquences doit en tirer quand même ce soir Laurent Wauquiez qui dit que tout ça c'est de la faute d'Emmanuel Macron, mais est-ce que sa faute en réalité à Laurent Wauquiez, c'est d'avoir couru après le Front National, d'avoir été coincé idéologiquement entre, dans le fond, Emmanuel Macron et le Rassemblement National et ce parti qui n'arrive plus, même qui n'a plus d'idées. Même s'il est vrai que effectivement, le président a voulu faire un match avec le Rassemblement national, ça ne nous exonère pas, nous, de nous poser la question. Alors justement, nous allons en direction du Rassemblement national, parce que nous y attend Steve Briouat, qui est eurodéputé, maire d'Hénin-Beaumont et vice-président du Rassemblement national. Merci d'être avec nous, Monsieur Briouat. Aujourd'hui, comment vous analysez justement cette première place et est-ce que c'est le verre à moitié plein, à moitié vide pour vous? Vous considérez que dans le match progressiste contre populiste, vous avez marqué un point important ou pas ce soir? Plusieurs même, mais à chaque fois il faut que vous trouviez la petite bête, puisque non, le verre n'est pas à moitié plein, à moitié vide, c'est un succès pour le mouvement, c'est un succès pour le Rassemblement national, puisque je vous rappelle, au lendemain de l'élection présidentielle, tous les médias, vous aviez enterré pour la 300e fois le Rassemblement national. Et voilà, et tout à coup, il ressurgit comme cela dans le cadre de cette élection européenne, dans le cadre d'une forte mobilisation des Français, puisque c'est le fait vraiment majeur, c'est qu'aujourd'hui, la participation est extrêmement importante. Et bien, dans ce contexte-là, nous avons réussi à nous placer en première position. C'est vraiment la chose importante qu'il faut retenir de cette soirée. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse finalement? Est-ce que une petite deuxième place va affaiblir votre capacité réformatrice? Parce que on entend bien les éléments de langage, non, surtout pas. Mais est-ce que c'est la vérité ou est-ce que finalement les lendemains vont un peu déchanter pour La République En Marche? Mais je ne crois pas, et je crois d'ailleurs que les résultats de ce soir, même s'ils ne sont pas matérialisés par une victoire électorale, démontrent que La République En Marche et ses alliés du MoDem, d'Agir et des radicaux sont devenus un courant central de la vie politique française. Et que, moi je le regrette, que le Rassemblement national soit aussi haut dans les sondages, mais ça ne date pas de l'arrivée d'Emmanuel Macron. Ils ont remporté les élections européennes en 2014, Marine Le Pen était au second tour de l'élection présidentielle, et donc la polarisation du débat politique national dans notre pays n'est pas du fait d'Emmanuel Macron et n'est pas du fait de La République En Marche. Moi je rappelle une chose, depuis maintenant près d'1 an et demi, l'ensemble des familles politiques dans ce pays, ou presque l'ensemble des familles politiques, ont voulu faire des élections européennes un référendum contre l'action du président de la République, oubliant que l'enjeu principal de ces élections, c'était l'avenir de l'Europe. Et le président de la République, il s'est engagé, effectivement, avec beaucoup de force dans les dernières semaines, parce qu'il y avait une menace réelle de voir les nationalistes, les démagogues, l'emporter un petit peu partout en Europe et dans notre pays. Ce soir, ils sont en tête et on ne peut pas s'en satisfaire. Et donc le combat politique contre eux se poursuit. Et si les autres familles politiques sont aujourd'hui reléguées aussi loin dans les résultats, ce n'est pas la responsabilité de La République En Marche. C'est la responsabilité de ces formations politiques qui n'ont pas su parler aux Françaises et aux Français. Alors, des résultats plus complets tout de suite qui viennent de tomber, Florent. Oui, nous avons les résultats donc pour la France. On va quand même revoir les principaux résultats de la soirée, notamment ce score du Rassemblement national qui, comme il y a 5 ans,
sous le feu. Front National l'emporte. Vous découvrez le score réalisé par La République En Marche et sa tête de liste Nathalie Loiseau, 21,9%. C'est donc 1,3% de moins que le Rassemblement national. Emmené par Jordan Bardella. On l'a entendu tout à l'heure en direct sur France 24. Yannick Jadot, qu'on a également entendu avec ses 12,8%. Vous découvrez donc la tête de la liste qui gagne, Jordan Bardella et ses 23,2%. Je vous le disais, troisième position pour Yannick Jadot, 12,8%. Les Républicains, emmenés par le nouveau venu en politique François-Xavier Bellamy, recueille 8,3% des suffrages. C'est bien moins, plus de 10 points de moins que le score réalisé par l'UMP. C'était en 2014, Roselyne, cinquième position à égalité. C'est à noter entre le Parti socialiste et la France insoumise. Les deux listes recueillent 6,7% des suffrages. On va juste jeter un coup d'œil aux listes qui terminent derrière la sixième place, c'est-à-dire Debout la France, emmené par Nicolas Dupont-Aignan avec 3,6%. Génération, la liste emmenée par Benoît Hamon, l'ancien candidat socialiste à la présidentielle, recueille, elle, 3,4% de listes qui vont donc être remboursés à l'issue de ces élections européennes. Pour les partis qui sont en dessous de 3%, vous le découvrez, l'UDI, le Parti communiste français emmené par Yann Brossat, le Parti animaliste ou encore l'Alliance jaune emmené par Francis Lalanne. Alors on va poursuivre justement sur la recomposition à gauche. Je vous propose d'aller en direction du Parti socialiste de Place Publique. Retrouver notre envoyée spéciale, Mathilde Bénézé. Alors effectivement, une fusion qui était très attendue entre Place Publique et le Parti socialiste. Est-ce qu'elle a permis de sauver ce qui pouvait l'être finalement avec un score relativement au-dessus des 5%, une barre fatidique? Eh bien, Caroline, en tout cas, ce soir, on sauve l'honneur. Le Parti socialiste et Place Publique passent la barre des 5% et seront bel et bien représentés au Parlement européen. Alors, on a rencontré de nombreux militants très heureux. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, s'engagent en politique pour la première fois. Ils s'engagent derrière Place Publique, qui souffle un vent d'espoir sur la politique française, selon eux. Mais on a aussi rencontré des déçus, des socialistes de la première heure, qui parlent de dégringolade de leur parti. Et oui, en effet, il y a 2 ans, le Parti socialiste était tout de même le premier parti de France. Aux dernières élections en 2014, ils avaient réalisé plus du double des voix par rapport à ce soir. Mais il faut dire que la campagne a été très chaotique cette année. Faute de volontaires pour mener l'offensive, le Parti socialiste a dû se ranger derrière un autre parti, celui de Raphaël Glucksmann, et un parti qui plus est issu de la société civile. C'est donc une première historique, mais une première historique qui n'a pas été du goût de tout le monde. On l'a vu, les cadres socialistes ont mis longtemps à rentrer dans la campagne. Ce n'est que dans la dernière ligne droite qu'ils ont appuyé fortement leur candidat. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a pesé dans la balance pour passer la barre fatidique des 5% ce soir. En tout cas, pour Raphaël Glucksmann, le contrat est rempli. Il nous confiait un peu plus tôt que pour lui, il n'avait jamais douté de ce score. Il nous a toutefois dit que ces élections européennes étaient selon lui une catastrophe pour la gauche française qui paye encore une fois aujourd'hui le prix de son morcellement et de sa division. On continue sur cette gauche française en pleine recomposition avec un score effectivement qui n'était pas celui attendu par la France insoumise. Nous partons retrouver Karima Chabour dans le... Karima Kiki, pardon, chez les Républicains. On me dit qu'on passe d'abord chez les Républicains, retrouver Karim Akiki, qui, voilà, les Républicains, un score qui n'était pas attendu non plus, à vrai dire, Karim Akiki. Et je vois d'ailleurs que vous êtes en compagnie très nombreuse parce qu'on s'apprêtait plutôt à fêter une bonne place. Pas du tout, c'est François-Xavier Bellamy qui vient de prendre la parole. Il vient de parler pendant une dizaine de minutes. La mine défaite, il a accepté cette défaite en disant qu'il a enjoigné ses militants, en tout cas toute la droite française, à prendre acte de ce résultat. Je ne vous cache pas ici que c'est une grosse déception. Il n'y a pas eu d'effet. François-Xavier Bellamy, vous le disiez, c'est un novice en politique, il vient de la société civile. Il n'a pas réussi à transformer cet essai. Il a été imposé par Laurent Wauquiez, le patron de la droite, qui avait déjà pris
pris la parole avant lui. Ici, il part après avoir parlé pendant une quinzaine de minutes sous les viva et les belles amies de quelques militants qui sont ici rassemblés. En revanche, quand vous parlez avec les militants, ils sont déçus, très déçus de ce score, 8,3%. Excusez-moi, un score qu'ils n'attendaient pas, Karim, ils espéraient au moins 15%. J'avais raison, on part bien en direction de la France insoumise parce que Jean-Luc Mélenchon nous y attend parce qu'il prononce son discours en ce moment même. Le niveau de l'abstention, qui reste considérablement élevé, montre que notre pays s'enfonce dans une crise profonde. Nul n'en aperçoit à cette heure l'issue positive. Notre responsabilité restera donc de tâcher de l'ouvrir, de continuer à tracer le chemin que nous avions d'abord inauguré si vaillamment. Dans ce contexte, notre résultat est très décevant. Il n'est pas à la hauteur de nos espérances, cela va de soi, et encore moins de nos efforts. Mais je veux saluer Manon Aubry et ses colistières et colistiers, qui ont dans cette bataille jeté toutes leurs forces de conviction et d'espérance. Je veux saluer les milliers de femmes et d'hommes qui ont pris leur place dans la bataille et qui ont déployé tous les efforts qui étaient dans leurs moyens pour convaincre, convaincre, convaincre encore. Quoi qu'il en soit, ce résultat assure la présence des Insoumis au Parlement européen. Dans ces conditions, conjointement avec le groupe des parlementaires de l'Assemblée nationale, nous allons continuer la bataille contre les menaces écologiques qui s'avancent et les injustices sociales qui s'aggravent. Nous le ferons, comme d'habitude, avec toute notre énergie, avec ce point d'appui essentiel que sont tous ces jeunes élus, femmes et hommes, qui sont entrés dans la lutte à nos côtés. Nous saurons assumer nos responsabilités. Et j'invite à ce que se fédèrent tous ceux qui partagent cette volonté et qui comprennent à quel point la lutte engagée dépend de la force de conviction et d'engagement de chacun. La pente qui est prise est mauvaise. Il est possible de l'inverser. Mais cela reste impossible si chacun, en conscience, ne prend pas pour lui-même ses responsabilités. C'est l'heure des combats et des caractères. La France en a toujours disposé en abondance. Je forme le vœu qu'elle sache se manifester et se rassembler pour parvenir aux objectifs qu'elle doit se donner. Libérer une bonne fois le pays, le système de notre vie, de la pesanteur économique, anti-écologique qui pèse sur lui et des ombres que projette sur son destin l'extrême droite. Vive la République, vive la France. Nous avons les premières projections de toute la soirée du Parlement européen. Vous allez découvrir cet hémicycle européen tout de suite avec vous, Florent. Vous découvrez donc ces projections. Ce sont donc des estimations puisque les résultats partiels officiels nous parviendront à partir de 23h15. Vous découvrez donc ce qui pourrait être donc le prochain Parlement européen avec le PPE, le Parti populaire européen, qui resterait premier avec 173 sièges. Le Parti socialiste européen, lui, que vous découvrez en rouge à gauche de l'image, aurait lui 147 sièges. On scrutera bien sûr l'étendue, l'ampleur de la vague populiste en Europe,
un populisme emmené notamment par Matteo Salvini, le vice-ministre italien et ministre de l'Intérieur italien, pardonnez-moi. Voilà donc, on va vous donner bien sûr dans les toutes prochaines minutes plus de détails sur donc la projection du prochain Parlement européen. Mais on va revenir peut-être en 2 mots sur ce score très très étonnant de la France insoumise et avec vous sur le nouveau groupe au centre qui a l'air assez bien pourvu. Alors sur Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas si vous avez vu l'image, mais déjà c'est symbolique, cette espèce de leur rideau où il y a écrit les insomnies qui tombent et ça fait comme une barre noire. Donc c'est une sorte de et la tête de Lys qui ne parle pas quand même. Hein. Et la tête de Lys qui ne parle pas. Oui, c'est vrai aussi. Mais en tout cas, avec ce score effectivement très mauvais pour Jean-Luc Mélenchon, il paye, on va dire, sa fameuse réaction éruptive lors de La République, c'est moi, lors de cette perquisition. Donc Mélenchon paye vraiment son attitude ce soir. On est loin, effectivement, de ces 19% du premier tour de la présidentielle. Et voilà, c'est un peu... c'est le rideau qui tombe. Il nous a fourni un symbole ce soir sur Jean-Luc Mélenchon et son mythe un peu de personnage qui comptait dans la vie politique. Est-ce qu'il va se refaire une santé dans les prochaines élections, en tout cas? Et le rideau qui se lève, en tout cas, sur les prochains groupes au Parlement européen. Ça vous concerne tous, messieurs, dames. Et Alix Le Bourdon, notre correspondante à Bruxelles, va nous décrypter ces premières projections du Parlement européen. On en est au stade des estimations, pas de résultats. Mais tout de même, on peut commencer à voir quelle sera l'importance de chacun des groupes. Et c'est la fin, d'ailleurs, de la prédominance, Alix, des 2 groupes, socialistes et démocrates d'une part, et Parti populaire européen. Encore que... Alors, dites-en-nous plus. Alors, comme vous l'avez dit, Caroline, déjà, ce sont des projections à prendre au conditionnel, puisqu'il s'agit des estimations pour une douzaine d'États membres, et pour le reste, il s'agit de sondages préélectoraux. Mais en tout cas, évidemment, c'est un graphique à prendre avec des pincettes, mais il nous donne déjà, comme vous l'avez dit, une idée du visage du futur hémicycle européen. Alors, comme vous l'avez dit, les formations traditionnelles, PPE, socialistes et démocrates n'ont pas la majorité, ne semblent pas obtenir la majorité des 376 sièges dans cet hémicycle européen. On a la troisième force qui devrait compter, d'après ces projections, c'est la DLE, le groupe centriste, qui voit ses rangs grossir grâce à l'arrivée des députés de La République en marche. On voit aussi le groupe à l'extrême droite de l'hémicycle européen, l'Europe des nations et des libertés, qui devrait également voir ses chef de l'extrême droite italienne, ministre de l'Intérieur, qui a réussi à rallier à ce groupe un certain nombre de formations d'extrême droite qui étaient éparpillées dans plusieurs groupes politiques au sein du Parlement européen. Alors il y a quand même une question qui va rester en suspens ce soir, c'est le degré de volatilité de ces différents groupes politiques au sein de l'hémicycle européen. Je vous donne un exemple. Que vont devenir les eurodéputés hongrois du Fidesz, qui sont pour le moment suspendus du Parti populaire européen? Autre exemple, que vont devenir les sociodémocrates roumains qui sont accusés dans leur pays d'atteinte à l'état de droit? Vont-ils pouvoir rester dans le groupe des socialistes et démocrates au niveau européen? Ce sont des questions en suspens qui nous permettront plus tard d'avoir une idée plus claire des futurs équilibres dans cet hémicycle européen. Oui, alors vous faites partie de nos correspondantes, Alix, puisque nous allons toute la soirée les rejoindre. Il y a aussi Anne Maillet, bien sûr, à Berlin, que vous connaissez, Natalia Mendoza à Rome, à Madrid, Melinda Huet à Londres, Hervé Amorik à Budapest, Gulliver Krag. Et je voudrais une réaction justement sur ce groupe ADLE, où vous êtes finalement compté, La République en marche. Il y a eu un petit peu d'hésitation du Parlement européen de savoir si vous émettez ou pas, donc, parce que vous n'étiez pas tout à fait d'accord sur la définition de ce groupe. Comment vous voyez l'avenir de ce groupe et est-ce qu'il est vraiment faiseur de roi au centre du jeu? Déjà, le premier renseignement, même si ce ne sont que des intentions et des projections, c'est que la cogérance du Parlement européen entre le PPE et le SND est terminée. Et donc la grande coalition qui a mené à une forme d'immobilisme de statu quo est complètement remise en cause. Et donc on arrive au Parlement européen dans un groupe nouveau qui ne sera pas la DLE. La DLE a expliqué très clairement que ce groupe disparaîtrait, qu'il serait dissous. Guy Verhofstadt l'avait dit de
de façon claire dans les colonnes du Figaro. Et donc ce sera un nouveau groupe. Il l'a dit parce élargi, que vous êtes les premiers renforcé. maintenant et que vous allez faire votre loi dans ce groupe, c'est ça? Non, ce n'est pas une question de faire sa loi. C'est une question d'être capable de créer une force politique qui est centrale, qui sera capable de créer les majorités au Parlement européen. Et au-delà du commentaire national qu'on a depuis tout à l'heure, l'enjeu de cette élection, c'est ce qui va se passer au Parlement européen à partir du 2 juillet prochain. Et l'enseignement principal, c'est que la cogérance est terminée, qu'on va avoir un grand groupe central sans lequel aucune des majorités ne pourra se faire. Et puis, ce qui était aussi intéressant dans votre graphique, c'est qu'on se rend compte que le Rassemblement national ira siéger dans un groupe qui est marginal, qui ne sert presque à rien, et que, in fine, ils n'auront pas d'effet sur la vie politique européenne, ou alors très peu. Ils espèrent rassembler, au-delà des 52 que vous avez vus, ils espèrent rassembler davantage de partis qui vont rentrer dans ce Parlement. On va regarder ça un peu plus tard dans la soirée où ça va se préciser. Mais je crois que vous vouliez réagir, mesdames. Madame Gouès, vous avez réagi très, très fortement à ces propos. Oui, parce que pour moi, cette idée d'un groupe central, c'est aussi un groupe qui va faire la girouette et qui va devenir le supplétif de majorité de droite ou de gauche. Donc on voit bien que l'enjeu pour nous, socialistes, sociodémocrates, ça va être d'essayer de se constituer comme pivot de politique européenne de gauche, mais la position qui va être celle du groupe Renaissance du caucus Renaissance au sein de la LDE, ça va être une position qui va être tantôt à gauche, tantôt à droite, et finalement c'est un très bon reflet. Central en réalité, qui va permettre d'emporter les ça va être le MRP du prochain Parlement européen. Central, avec 23 élus au Parlement européen, qui sera la plus grande délégation, qui sera la plus grande délégation de pro-européens après la CDU. Non, c'est pas central, c'est à l'image de la politique qui est celle d'Emmanuel Macron, et c'est à l'image aussi du subterfuge de cette ambition européenne. Pour expliquer de ce dont il s'agit, il y a eu jusqu'à présent une sorte de cogestion quand même entre le PPE et les socialistes et démocrates qui se partageaient le Parlement et d'ailleurs la mandature, 2 ans et demi chacun, avec un président de chaque parti et qui faisait, qui à cette occasion proposait des coalitions et votait des majorités. C'est ça. Et aujourd'hui, on est dans un moment de clarification parce que nous, Madame Berthoud, vous regrettez ce qui se passe? C'est l'explosion du paysage politique européen. Je pense que ceux qui nous écoutes doivent être absolument effondrés. Ils se disent, si c'est ça le Parlement, c'est-à-dire des espèces de coalitions où ce qui compte finalement, c'est être faiseur de roi, je pense que ce qui compte, c'est d'avoir des majorités de projets. Bon, alors, la HALDE est peut-être l'alpha et l'oméga. Moi, j'ai vu la HALDE, j'ai regardé ce qu'ils ont voté. Quand ils votent contre une taxe carbone à l'entrée de l'Europe, je ne trouve pas ça formidable. Donc, ce qui va compter... par Monsanto aussi. Ce qui va, en plus. Alors, non, mais ce qui va compter, c'est pas c'est pas de se faire des procès d'intention. Ce qui va compter, c'est quand même de savoir des majorités pour quoi faire. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a quand même des partis dont les contenus programmatiques au sein de ces coalitions sont pas tout à fait homogènes. Voilà. Donc, j'imagine que et j'espère que dans les jours qui viennent, tout ça, ça va être mis à plat. Et que, évidemment, l'objectif prioritaire, c'est pas de désigner ou de se mettre d'accord comment on se répartit des dépouilles pour savoir qui va présider la Commission, qui va présider le Conseil et qui va être à la tête de la BCE. Non, est-ce que je peux réagir à ça? Parce que moi, j'entends ce que vous me dites, mais les leçons de ceux qui ont co-géré le Parlement européen pendant une quinzaine d'années et qui ont mené l'Europe dans la situation dans laquelle elle se trouve, je les trouve un petit peu fortes ce soir. Moi, je rappelle 2 choses. La première, c'est que le Parti socialiste, ou les sociodémocrates européens, et le PPE, c'est-à-dire les LR au niveau européen, ont eu tous les leviers de pouvoir en Europe ces 15 dernières années. Présidence du Parlement européen, présidence de la Commission européenne, présidence du Conseil européen. Et ce soir, vous venez me dire que parce qu'on arriverait à créer un nouveau groupe... présidents du Parlement européen qui étaient libéraux, Pat Cox, c'est un certain nombre de ça. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment donné, si l'Europe fonctionnait si bien et si cette grande coalition fonctionnait si bien, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on se trouve. Par ailleurs, notre ambition, elle est très claire. C'est d'avoir un groupe qui soit central, avec lequel on pourra construire des majorités d'idées pour qu'on puisse trouver des coalitions. Vous savez toutes les deux très bien que le Parlement européen ne fonctionne pas comme fonctionne l'Assemblée nationale, qu'il n'y a pas de fait majoritaire et que de fait, vous devez construire des coalitions. Dans le prochain Parlement européen, il n'y aura pas de groupe dominant,
comme ça pouvait être mais c'est pas ça le sujet, pardonnez-moi monsieur, c'est quel projet? C'est pas de savoir la coalition avec qui on va le faire. Mais bien sûr, écoutez, c'est juste invraisemblable d'entendre ça. Alors, j'aimerais que vous vous rapprochiez, au contraire, alors si je puis me permettre, des sociaux et démocrates. Le projet, il est très clair, on l'a porté parce que les Français soient... De monsieur Timmermans. Moi, j'aimerais... Nous avons lu, au contraire, que vous vous rapprochiez des sociodémocrates de monsieur Timmermans et que un certain nombre de propositions de loi, de directives étaient possibles avec eux. Mais évidemment. Mais non, mais moi j'aimerais répondre. Il n'y a pas de fait majoritaire à l'Assemblée, il n'y a pas de fait majoritaire au Parlement européen. Donc vous êtes de fait obligé de construire des majorités et construire des majorités d'idées. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que le groupe qui est le nôtre, il sera central, charnière, pivot, et qu'aucune des majorités ne pourra ne se faire. Et pour faire en sorte qu'on puisse construire des majorités d'idées demain au Parlement européen. Et évidemment que sur certains sujets, bien sûr vous pouvez répondre. Et évidemment que sur certains sujets, on va construire des majorités avec la gauche démocrate, avec les écologistes. Et puis sur d'autres projets, on construira évidemment avec la droite modérée européenne. Oui, c'est le fameux en même temps, et c'est une ambition européenne au rabais quand même venant d'un président de la République qui avait une autre idée de l'Europe, en tout cas ce qu'il avait affirmé. Nous, notre idée, c'est quand même de renouer, et je le dis en tant qu'ancienne collaboratrice de Jacques Delors, c'est quand même de renouer avec une Europe qui soit arrimée aux principes de solidarité et de cohésion sociale. Donc moi, je suis absolument d'accord avec ma voisine. On va avoir... de mettre fin à la cogestion entre la droite et la gauche, c'est notre ambition. Je crois qu'on est arrivés les uns et les autres à un moment de clarification. Pour nous, sociodémocrates, on tire les leçons du social-libéralisme. Je pense que le grand parti de la démocratie chrétienne tire aussi les leçons de son alliance avec, pendant sans doute trop longtemps, avec le Fidesz de Viktor Orban. Les uns et les autres, on a des clarifications à opposer. Mais ce qui est clair, c'est que cette espèce de position d'entre-deux... Mais il n'y a pas d'entre-deux, madame. Mais bien sûr que c'est... Il y a une intervention d'Édouard Philippe. Je crois que vous serez impatient de l'écouter, monsieur Anglade. Édouard Philippe, en direct. Et à saluer tous les députés français élus ce soir au Parlement européen. Avec, vous le comprendrez, une pensée particulière pour ceux élus sur la liste conduite par Nathalie Loiseau. Les résultats ce soir confirment les dynamiques du premier tour de la dernière élection présidentielle. Les deux forces politiques que les Français ont portées en tête ce soir reproduisent peu ou prou le score d'avril 2017. Au contraire, les deux partis qui ont gouverné la France pendant plus de 50 ans totalisent chacun moins de 10% des suffrages exprimés. La recomposition de la vie politique française, initiée par l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, est une réalité durable et incontestable dans le pays. Les anciens clivages ne sont plus, de nouveaux sont apparus. C'est sur cela qu'il faut avancer désormais: l'Europe, l'écologie, la croissance, l'emploi, la justice sociale. Les Français ont placé l'extrême droite en tête. Ce n'est pas la première fois, puisque ce fut le cas en 2014 et en 2015, lors des élections intermédiaires du précédent quinquennat. Mais je ne serai jamais dans le camp des indifférents, et je ne veux pas banaliser ce résultat de l'extrême droite qui, élection après élection, s'enracine dans le paysage politique français au point d'en devenir l'une des grandes forces politiques. Tous les responsables politiques doivent entendre le message des Français. Il ne suffit pas de parler de colère, de rejet et de crise. L'extrême droite consolide ses positions et beaucoup de nos compatriotes ont le sentiment que l'heure est aux solutions de repli, aux solutions extrêmes. Ce message est fort et nous l'avons reçu 5 sur 5. Comme nous avons reçu le message de nombreux Français sur l'urgence écologique. Partout en Europe, nos concitoyens, en particulier les plus jeunes, nous demandent d'agir avec détermination. C'est ce que nous ferons en France et en Europe. L'heure est donc à l'action, car les Français nous jugeront au final sur une seule chose, les résultats. Nous en avons obtenu en 2 ans, mais incontestablement pas assez. Nous devons, comme le Président de la République nous y a invités, mettre en œuvre une nouvelle méthode pour davantage aider les territoires qui se sentent oubliés, pour davantage associer les Français, les élus et les partenaires sociaux, bref, pour mettre davantage d'humain dans notre politique sans rien perdre de notre ambition ni de notre audace. C'est l'enjeu de l'acte 2 du quinquennat voulu par le Président de la République. Il reste donc beaucoup de travail
en France comme en Europe. Nous pourrons, à Strasbourg, compter sur un groupe de députés européens engagés qui pèsera dans la future majorité. Pour ma part, j'accueille ces résultats avec humilité. Quand on termine deuxième à une élection, on ne peut pas dire qu'on l'a gagné. Avec humilité, mais aussi avec beaucoup de détermination. Détermination à poursuivre le rassemblement des forces de progrès de notre pays. Détermination à préparer l'avenir de notre pays. Dès demain, je serai à pied d'œuvre pour poursuivre le projet du président et de la majorité. Je vous remercie.